Là, ça va marcher. Oui. Normalement, je m'en passerais, mais comme je sors d'une mauvaise grippe, ça va me rendre service. Et il y a un seul truc que vous avez oublié de dire, c'est que je suis née à Trois-Rivières. C'est pas moi, c'est ma mère. Je vous remercie beaucoup d'abord d'être ici ce soir. D'abord, je trouve ça extrêmement encourageant. Pourquoi? Quand on est prof d'université, en général, et j'ai beaucoup de collègues qui fonctionnent de cette manière-là, ils sont sur un mode descriptif. C'est-à-dire qu'ils observent les médias et nous décrivent ce qu'ils voient, hein, d'une manière neutre, d'une manière universitaire. Et quand est arrivé ce mandat qui m'a été confié par mon ex-collègue Christine Saint-Pierre, j'ai été capable ensuite de retrouver cette posture universitaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait les constats que j'ai faits, je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait 50 000 personnes devant le Parlement à Québec pour avoir une équipe de hockey, puis que je ne sois pas capable de susciter le moindre intérêt concernant cet élément fondamental de la démocratie au Québec. Autrement dit, je suis très heureuse que vous soyez là ce soir. Je vais partir, peut-être que ça va vous paraître un peu bébé, là, mais on va s'entendre sur les termes et sur ce dont on parle. Je suis même tannée de parler des médias. Pourquoi? Parce que quand on parle des médias, on leur donne toute la liberté de faire ce qu'ils veulent. Moi, je parle d'entreprises de presse. C'est-à-dire, je parle d'entreprises qui ont fait énormément d'argent au cours du siècle qui vient de se terminer en nous donnant de l'information, finalement en nous vendant de l'information. Alors, quand on parle de médias, on parle évidemment de tout le reste qui s'est greffé autour de ça. Donc, tout ce qui s'est greffé autour de ce que moi j'ai appelé l'information d'intérêt public. C'est quoi l'intérêt public? Bon, alors, la différence entre l'intérêt public et la curiosité publique, c'est que les prénoms des bébés de Céline Dion ne sont pas de l'intérêt public. Hein? Ils sont de la curiosité publique. Ça n'enlève pas qu'on peut avoir envie de savoir comment ils s'appellent. C'est naturel d'avoir envie de savoir comment ils s'appellent. Mais que ça se retrouve en troisième nouvelle du téléjournal de Radio-Canada, c'est pas normal. Donc, la différence entre l'intérêt public et la curiosité publique, c'est un des éléments qui est le plus important à saisir pour voir ce qu'ils sont, ce que les médias ne nous donnent plus. Alors, je vais vous raconter l'histoire avec simplicité. Au début, ça a très bien marché. Ça a très bien marché et pourtant, on vit un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a accepté comme société, puis on n'est pas la seule, on a accepté de confier à l'entreprise privée la responsabilité de nous rendre de bons citoyens ou de meilleurs citoyens. Donc de faire de nous des personnes intégrées dans leur société. Alors, pendant très longtemps, ça a bien marché, c'est-à-dire que les entreprises de presse ont bénéficié de la publicité qui permettait d'envoyer des journalistes faire de bons reportages et qui permettait ensuite à ces journalistes de revenir, de faire de la recherche, de faire de l'enquête, etc. Donc d'avoir un bon financement du travail de base du journalisme. Et puis à un moment donné, et puis il faut se rappeler, on ne pleurera pas sur leur sort, qu'il y a de très grandes fortunes qui sont nées de ce contrat tacite que nous avons passé avec des entreprises privées. Donc, de très grandes fortunes sont nées de ce contrat tacite. Hein, le contrat tacite, c'est que vous faites plein d'argent, on n'a pas de problème avec ça, et puis en contrepartie, vous nous informez et vous faites de nous de meilleurs citoyens. Et je dis, l'histoire a vraiment bien marché, malgré son côté paradoxal, pendant plusieurs années. Pas de souci, ça allait bien, ils faisaient de l'argent, les journalistes faisaient leur travail, ils se regroupaient de temps en temps, ils renégociaient de temps en temps les ententes avec leurs patrons, etc., gagnant de plus en plus d'autonomie. Cette autonomie des journalistes, elle est essentielle. Et on va voir pourquoi tout à l'heure, mais puis là je vous entends déjà penser, ah oui, mais un tel, il est tellement autonome, tellement plate, ça se peut dessus, etc. On va essayer d'éviter les cas particuliers. Je sais qu'on vous viendra peut-être dans la discussion, mais essayez de penser que, en fait, le journaliste, c'est la seule personne de tout l'univers des médias, et là je parle de la communication, la grande nébuleuse de la communication, c'est la seule personne
qui n'a pas d'autre intérêt à défendre que le vôtre. C'est la seule personne. Alors, si cette personne n'a plus la marge de manœuvre pour faire son travail correctement, si cette personne, s'il n'y a plus assez de journalistes pour faire le travail qui devrait être fait, si les journalistes n'ont plus de protection pour faire ce travail, si les journalistes sont soumis à leur employeur parce qu'il n'y a plus assez d'employeurs, on va se retrouver dans une situation extrêmement grave. À mon avis, on y est déjà d'ailleurs. Je vous la décris. On va voir comment on en est arrivé là. Donc la publicité, pendant longtemps, ça a très bien marché. Et puis, à un moment donné, sont arrivés d'autres canaux publicitaires qui sont plus intéressants que ce qu'on appelle la presse généraliste. Parce que quand vous lisez votre journal, vous avez sur la page de gauche, vous avez une publicité. Probablement vous la regardez un petit peu, mais il y a de bonnes chances que vous la sautiez. Bon, vous la regardez peut-être si vous avez envie de vous acheter un matelas. Tiens, vous avez une publicité de matelas, vous allez la regarder. Mais pour le publicitaire, il n'y a rien de sûr là-dedans. Alors qu'il y a beaucoup d'autres techniques maintenant qui sont beaucoup plus sûres, et notamment avec Internet, et qui permettent à la publicité d'être mieux ciblée. De savoir, vous voulez acheter un matelas? Et je vais savoir que vous voulez acheter un matelas, puis c'est à vous que je vais m'adresser. Donc la publicité n'est plus intéressée par la presse généraliste. Ça veut dire que le fameux contrat qui vit depuis 100 ans avec des entreprises de presse, ce qu'on appelle le modèle d'affaires, il est cassé. Il ne fonctionne plus. Alors, en plus, est ajoutée à ça, vers 2008-2009, une crise économique réelle qui fait que la situation dans le monde de la presse était extrêmement tendue au moment où nous avons écrit ce rapport. Je vous rappelle qu'il y a eu une grève qui a duré 2 ans au Journal de Montréal, qui avait suivi un long conflit de travail au Journal de Québec. Je vous rappelle que la presse était en négociation avec ses journalistes à coup de « on va fermer le journal », etc., etc. Donc la situation était extrêmement tendue. Elle est un peu moins tendue aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, notamment parce que les journalistes ont perdu. Les journalistes ont perdu, ce qu'ils tentaient de défendre, c'était cette autonomie professionnelle. L'autre problème, c'est que, vous savez, il n'y a jamais eu une industrie qui a été plus étudiée que l'industrie des médias au Canada. Quand j'ai commencé le rapport, on a sorti tous les rapports qui avaient été écrits depuis les années 1940. Vous n'avez pas idée combien il y en avait. C'est l'industrie la plus examinée au Canada. Et quand on regarde les recommandations qui ont été faites par toutes ces commissions d'études, toutes ces enquêtes, tous ces rapports sénatoriaux, etc., ben, en fait, il n'y a pratiquement aucune recommandation qui n'a jamais été mise en application. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui veut toucher à ça avec une pôle de 10 pieds. Ni à Ottawa, ni à Québec, ni aucun gouvernement, d'aucun parti, depuis les années 40. En fait, la seule recommandation, c'est une recommandation de la commission Kaplan-Sauvageau qui recommandait de financer les radios communautaires. C'est tout. C'est absolument tout. Et il y a une autre constante de tous ces rapports depuis les années 40, c'est qu'ils disent tous qu'il y a un problème majeur au Canada, c'est la concentration de la presse. Et ils commencent tous avec ça. Vous allez voir que j'ai essayé d'éviter d'en parler, mais j'ai quand même fini par y arriver. En me disant, s'ils n'ont rien fait depuis 1940, pourquoi ils feraient quelque chose aujourd'hui? On a essayé de leur trouver des suggestions, des propositions qui leur permettent de contourner les problèmes plutôt que de les affronter, parce que visiblement, il n'y a plus un seul gouvernement qui a les reins assez solides pour confronter les entreprises de presse. Or donc, nos gouvernements ont laissé pendant des années ces entreprises fusionner. Alors on se retrouve avec, au Québec en ce moment, en fait au Canada, on est le pays de l'OCDE qui a le taux de concentration des médias le plus élevé du monde, le plus élevé des pays de l'OCDE. Au Québec, c'est assez simple, on a beaucoup utilisé des arguments nationalistes. On a beaucoup dit, par exemple,
Si Vidéotron n'est pas racheté par Québecor, ça va être racheté par les Anglais, ça va être racheté par les Américains. Donc on a beaucoup utilisé ces arguments nationalistes, ce que M. Landry appelait le bras éthique du capitalisme, a permis des concentrations de médias absolument hallucinantes. Alors cette concentration des médias, qu'est-ce qu'elle a comme effet? Ben, elle a comme effet, premier, ici on est dans une région où je connais pas très très bien, mais je sais que vous avez beaucoup de chance parce que vous avez un quotidien. Alors, on en parlera si vous voulez de votre quotidien, mais bon, vous avez déjà connu mieux. Vous avez déjà connu mieux, probablement comme tout ce qu'il y a partout à travers le Québec. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il se produit par exemple dans la presse régionale. En ce moment, il y a deux empires. Il y a Transcontinental et il y a Québecor. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essaient d'obtenir l'un et l'autre le marché de l'autre. Ça veut dire qu'ils sont en train de casser encore un peu plus les prix de la publicité, de manière à pouvoir manger leur rival. Alors, avec comme résultat, au bout du compte, qu'on va se retrouver avec une presse encore plus concentrée. Pour répondre à ces attaques, Transcontinental, par exemple, vient de couper dans ses postes de journalistes. Alors, Transcontinental, qui avait une moyenne d'environ 2 journalistes par hebdo, se retrouve aujourd'hui avec, dans la région de Montréal, un journaliste pour 2 hebdos. Alors, moi j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, et je peux vous dire qu'un journaliste pour 2 hebdos ne peut pas faire son métier. Qu'est-ce qu'il peut faire? En plus, au moment où on fait un virage sur Internet, on demande à ces médias-là de faire ce qu'on appelle du updating quotidien, c'est-à-dire une mise à jour quotidienne de l'actualité. C'est absolument impossible d'envisager qu'un seul journaliste va faire ça pour 2 hebdos. Alors, s'ils coupent dans les postes de journalistes, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur papier? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Et la réponse, c'est que ce sont généralement des communiqués qui vont maintenant être publiés intégralement. Un jour, quand j'ai fini le rapport, je me suis retrouvée à l'Union des municipalités du Québec, puis à la Fédération québécoise des municipalités. Puis j'essayais de leur dire, c'est grave ce qui se passe, vous n'avez plus de journalistes dans vos municipalités. Puis là, il y avait du monde qui me regardait, Madame Payette, bien mieux sans journaliste. Là, je dis, mais où sommes-nous, Seigneur du ciel? Alors, il y avait des élus qui m'expliquaient qu'ils étaient très heureux parce que maintenant, leur message passait directement à la population. Et là, je veux dire, on est vraiment à développement 001. Là. Ça sert à quoi le journalisme? Ça sert à débattre des idées, hein? Ça sert à alimenter les débats, ça sert à provoquer, ça sert à amener des questions, ça sert à l'essor collectif. Hein? Si on ne croit pas à ça, je pense qu'on est vraiment dans la chenoute. Et donc, ces deux rencontres-là, c'est quand même assez estomaqué. Mais je vous parlais de ça pour vous dire que cette concentration-là, dans certaines entreprises, la concurrence amène une amélioration du produit. Hein, on a tous appris ça à l'école, le capitalisme, on vit avec, et on sait que dans le meilleur des cas, la concurrence permet d'améliorer le produit et de faire baisser le prix. Dans les entreprises de presse, c'est pas ça qui se produit. Cette hyper-concurrence dans les médias, elle ne nous tire pas par en haut, elle nous tire par en bas. Et ce que vous êtes en train de constater, parce que je me rends compte que si vous êtes ici, c'est que vous êtes critique, cette hyper-concurrence entre ces immenses groupes de presse, elle est en train de tous nous tirer par en bas. Et dans la presse régionale, en ce moment, c'est tout à fait évident. C'est-à-dire que la une de vos journaux régionaux ne sera jamais une une à caractère politique. Par exemple, je vais utiliser mon village, parce que j'habite à 30 minutes au nord de Québec, et donc dans la couronne nord de Québec, qui est un vote assez atypique, puisque c'est un vote de la CAQ. Okay? Et au moment des dernières élections provinciales, le journal local, qui dessert en principe ma municipalité, a titré à la une « Nouveau sport nautique extrême au lac Beauport ». Hein? Alors qu'on a un vote
tout à fait atypiques sur lesquels n'importe quel journaliste sentirait la nécessité de revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de journalistes, il y a très peu de journalistes, il y a de moins en moins de journalistes, et ceux qui sont là, ben, on leur demande de ne pas faire de troubles. Et pas faire de troubles, pourquoi? Ben, pour toutes sortes de raisons, et notamment pour ne pas perdre les publicités qui restent, pour ne pas risquer de perdre non plus les avis juridiques et légaux des municipalités. Vous savez que les grandes municipalités fusionnées ont beaucoup d'argent à distribuer aux médias. J'aimerais bien voir combien Trois-Rivières a comme avis légaux et juridiques et l'obligation de les publier 2 fois par an dans un journal. Dans certains cas, ça monte à 50 ou 60 000 $, c'est-à-dire un salaire et demi de journaliste ou 2 salaires de journaliste en région. Alors, il faut être très gentil avec tout le monde. Et cette presse de plus en plus fragilisée, elle est en train de nous rendre, à mon avis, de moins en moins intéressants. Il y a des gens qui pensent que, et ils sont nombreux, je vous assure, ils sont nombreux, qui pensent que l'information, c'est un bien comme un autre. C'est-à-dire que c'est un bien qui doit répondre à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, si par exemple mes lecteurs veulent connaître les prénoms des enfants de Céline Dion, il n'y a aucune raison pour que je ne le mette pas à la une de mon journal. C'est assez difficile de dire que l'information, ça n'est pas que ça. Hein, parce que de quel droit est-ce que des journalistes viendraient nous dire, au fond, ce qui est important, alors que nous, ce qu'on veut savoir, c'est les prénoms des enfants de Céline Dion. Alors, il faut vraiment regratter ensuite un peu, puis retourner à certaines études qui font la démonstration que, par exemple, le taux de participation anémique que nous avons aux élections, et quand je parle de participation anémique, je parle même de l'élection de cette semaine, où 50% des électeurs à peine se sont présentés aux urnes. Ça veut dire qu'il y a des municipalités au Québec où il y a moins de 20% des gens qui vont voter. Dans certaines municipalités, vous l'avez vu comme moi, c'est 1 sur 4 ou 1 sur 5, c'est une élection par acclamation. Aux dernières élections provinciales, il y a un journal qui s'est réjoui parce que le taux de participation était de l'ordre de 74%. C'est vrai qu'à l'élection précédente, il était de 59%. Mais est-ce qu'on peut se réjouir s'il y a 1 personne sur 4 qui ne vote pas au Québec? Et là, on parle d'élections provinciales, on parle d'élections municipales. Savez-vous combien il y a de personnes qui vont voter, je ne sais pas, moi, disons, dans les commissions scolaires? C'est 8%. C'est 8% dans l'ensemble du Québec. Et quand on regarde aussi les élections, par exemple, dans les établissements de la santé. Hein? Dans les établissements de la santé, j'ai vu des chiffres à un moment donné, il y avait moins de 136 000 personnes qui avaient voté au Québec. Alors, j'ai été élu par 500 personnes. Félicitations. Évidemment, personne ne peut se réjouir d'avoir un taux de participation aussi faible sans qu'on questionne les médias. Mais on ne questionne pas les médias, on questionne les citoyens. Et je pense qu'on a la mauvaise cible. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Milner, qui a écrit une étude sur le lien, qui a établi vraiment des liens très étroits entre la qualité de l'information dont on dispose et la participation civique. Et il arrive à une relation directe entre le taux de participation électorale et la qualité de l'information dont on dispose. Donc, il est faux de dire que l'information est un bien comme un autre. Ça n'est pas un bien comme un autre, c'est infiniment plus précieux que ça. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai fait mon rapport à la ministre, qui a d'ailleurs été très bien reçu, qui a été étonnamment bien reçu
y compris par le parti d'opposition de l'époque qui était le Parti québécois, y compris par les journalistes, y compris par le Conseil de presse. C'est un rapport qui a reçu un accueil absolument étonnant. Il y a un autre élément aussi qu'il ne faut pas oublier. Vous savez comment fonctionne un peu l'autorégulation des médias au Québec. Hein? Vous savez qu'il y a un conseil de presse qui existe, qui est un peu l'ombre de lui-même, parce que Québecor a quitté le conseil de presse il y a maintenant plusieurs années. Et comme Québecor dispose de 40% des entreprises de presse du Québec, ça veut dire que le conseil de presse fonctionne avec moins de 60% des entreprises. Et une des tendances lourdes qu'on rencontrait pendant cette étude, c'était comment ramener au conseil de presse des entreprises de presse. Donc il y avait une certaine volonté de légiférer, de dire on va les forcer à faire partie du conseil de presse, etc. Et moi je craignais beaucoup le côté coercitif, pour toutes sortes de raisons, et notamment probablement parce que Québecor aurait traîné le gouvernement pendant 10 ou 12 ans devant les tribunaux, et qu'au bout du compte, on aurait perdu ces 10 ou 12 années-là. Et qu'à mon avis, la situation est plus urgente que ça. Alors, j'ai essayé d'imaginer comment on pouvait rendre intéressant le conseil de presse aux entreprises de presse. Donc, renverser complètement la dynamique qui fait que c'est une charge et une obligation pour les entreprises de presse. Donc, ce que je me disais, c'est on va réserver la publicité gouvernementale aux entreprises de presse qui sont membres du conseil de presse. Il n'y a aucune raison que notre argent collectif serve dans des entreprises de presse qui refusent les codes de déontologie du conseil de presse. Et ça pouvait en plus se décider par voie réglementaire, donc même pas par projet de loi. Ça, c'était une des options que je voulais mettre de l'avant. Et je me disais, en parlant le langage de l'argent, puis là on parle à hauteur de 70 ou 72 millions de dollars par année, hein, c'est quand même pas des peanuts, on parle de petits bidous, là. Je me disais, s'ils sont dans une guerre régionale, celui des deux qui va bénéficier donc, de l'argent de la publicité gouvernementale va se retrouver dans une bien meilleure posture. Donc on intervient à ce moment-là directement dans la dynamique financière de cette lutte. Le deuxième élément qui m'a paru très important, c'est de soutenir les journalistes. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais vous ne connaissez pas un tel, non, on ne fait pas ça. Soutenir l'embauche de journalistes, de manière à empêcher, par exemple, une entreprise de se retrouver avec un demi-journaliste. Considérer qu'un journal, ça doit être écrit par des journalistes. Alors, pour régler ce problème-là, je me disais, des entreprises de presse, membres du conseil de presse, pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 38% pour l'embauche de journalistes hors de Montréal et de Québec. Oui. Pourquoi 38%? Ben, c'est parce que c'est ce qu'on paye tous collectivement pour les employés de jeux vidéo. Hein? Vous savez que l'État finance à hauteur de 38% l'embauche de techniciens dans les entreprises de jeux vidéo. C'est ce qui fait d'ailleurs que le Québec est vraiment numéro 1, numéro 2 dans le monde pour la production de jeux vidéo. Donc je me disais, si on le fait dans le jeu vidéo, on pourrait peut-être se forcer un peu derrière et le faire pour le journalisme. Et l'autre, en convainquant encore une fois comme ça les entreprises de presse donc de bénéficier des avantages fiscaux s'ils sont membres du conseil de presse. Donc encore une fois, je les ramène à des considérations financières. Et je regarde du côté des journalistes, et un des gros problèmes des journalistes actuellement, c'est qu'ils sont sérieusement sans défense. Et c'est vraiment ce que nous ont confié les syndicats les plus importants parmi les journalistes, notamment la Fédération nationale des communications de la CSM. Donc, il n'y a plus de rapport de force dans les salles de rédaction. Les grosses boîtes syndiquées se sont fait enfoncer et le reste n'est pas syndiqué. Donc, de jeunes journalistes se retrouvent dans des situations extrêmement complexes et comme prof, je dois vous dire que de temps en temps, j'ai des téléphones assez invraisemblables de jeunes journalistes qui me disent « Je suis obligé de faire ça. »
Hein? Et je n'ai pas d'autre option que de leur dire, ben, regarde, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui arrive? Tu perds ta job? Ben ouais, bon, regarde, tu le fais. Et donc, il faut trouver une façon que le code de déontologie, qui a jusqu'à maintenant été négocié entreprise par entreprise, s'applique à tous les journalistes, quelle que soit l'entreprise de presse pour laquelle ils travaillent. C'est-à-dire que ce ne soit pas négocié avec un employeur, mais que ce soit à travers un statut de journaliste professionnel. Autrement, on retourne à chacun pour soi et au plus fort la poche. Alors, si chacun des journalistes était régi par un code de déontologie, qui l'oblige, ou bien dans une grosse boîte syndiquée, le problème ne se pose pas tellement. C'est-à-dire, dans une grosse boîte syndiquée, à la limite, il peut encore se défendre. Mais sorti de là, il n'y en a pas de défense. Alors, si son employeur lui dit, ben, regarde, tu vas aller faire l'ouverture de la station SO au coin de la rue parce qu'il vient de m'acheter une page de publicité, ben, il va le faire. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la profession de journaliste. Alors ça, c'était l'autre élément qui faisait d'un côté, donc, on essayait de revoir un peu la dynamique du côté des entreprises de presse avec la publicité gouvernementale et avec les crédits d'impôt. Et de l'autre côté, on donnait des outils à des jeunes journalistes qui sont en région et qui sont démunis. Alors, d'abord, un crédit d'impôt à leur embauche, puis ensuite, la possibilité de dire à leur employeur, « Hey, là, si tu m'envoies couvrir la station SO qui vient d'ouvrir, peut-être que je vais perdre ma carte. Si je perds ma carte, peut-être que tu vas perdre ta publicité gouvernementale, puis peut-être que tu vas perdre tes crédits d'impôt. » Autrement dit, je parle encore le langage qu'ils comprennent le mieux, c'est-à-dire... Voilà. Donc, c'était grosso modo les deux recommandations importantes qui étaient centrales de ce rapport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça fait 2 ans maintenant. D'abord, on en parle encore. Je vous enverrai le lire, parce que vous allez voir, c'est quand même intéressant. Et puis, il y a eu une grosse dispute entre le Conseil de presse et la Fédération professionnelle des journalistes. Parce qu'au moment de se demander qui va émettre la carte, est-ce le Conseil de presse, est-ce l'association professionnelle, le yard a poigné. Alors, moi, j'ai suggéré qu'on les enferme dans une pièce sans eau et sans aucune nourriture. On ne va pas écouter. Alors, c'est encore pour l'instant l'enjeu principal, parce qu'au départ, tout le monde était d'accord avec cette idée qu'il faut donner une protection supplémentaire à la population, avec un code de déontologie que tous les journalistes seraient tenus de respecter, sinon il y aurait des conséquences. Non seulement pour le journaliste, mais aussi pour son employeur. Alors tout le monde était d'accord, et puis bon, maintenant ils se sont entretués dessus. Alors, je ne sais pas si on va réussir à les réconcilier. Mais pour moi j'abandonnerai pas, en tout cas ça c'est sûr, je ne laisserai pas tomber ce dossier-là. Ni un autre dossier qui est tout à fait essentiel, qui est moins connu de la population, et qui est celui des journalistes pigistes. Parce que, au fur et à mesure que les journaux ont désembauché, hein, ils ont moins d'employés permanents, ils ont embauché de plus en plus de pigistes. Et ces pigistes-là, ils ont encore moins d'armes, d'outils que des journalistes permanents peuvent avoir. Ils sont encore plus fragiles, ils sont encore plus vulnérables. Et ils sont extraordinairement sous-payés. Ils sont tellement sous-payés que c'en est gênant. Ils sont moins payés aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 15 ans. Alors, ils sont payés au feuillet, donc ils sont payés pour un article. Et ça fait à peu près 25 ans qu'ils essaient de négocier collectivement leurs tarifs au feuillet. Et ça fait 25 ans qu'ils ne sont pas capables d'y arriver parce qu'ils ne correspondent pas exactement à la bonne définition dans le code du travail, etc. Donc, ça fait des années que la situation dure et elle est en train d'empirer. Et malheureusement, cette situation de journaliste pigiste, ça a peut-être été un choix pour certaines d'entre eux, mais aujourd'hui, c'est surtout un passage obligé pour des jeunes journalistes qui sont intéressés encore par la presse écrite. Et pour passer en presse écrite, il faut pratiquement se retrouver pigiste.
Donc, c'est une espèce de bataille qui n'a aucun sens, qui est totalement, qui est une façon totalement inhumaine d'aborder le métier de journaliste. Et qui fragilise les journalistes. Pourquoi? Mais parce qu'ils payent le beurre le même prix que vous et moi. Et qu'à un moment donné, s'ils ont à côté un contrat parce qu'ils connaissent bien le maire, puis qu'ils proposent d'écrire un article, puis qu'en même temps ils font un petit peu de ci, puis un petit peu de ça, c'est très difficile de leur faire des reproches. Parce que le revenu de base des journalistes pigistes est invraisemblable. Donc j'avais proposé aussi que le gouvernement leur permette de négocier collectivement et qu'ils obtiennent aussi ce statut de journaliste professionnel, donc ils bénéficient des avantages qui viendraient avec. Enfin, j'étais très étonnée aussi de constater, maintenant je suis au conseil d'administration de Télé-Québec, mais pendant que je faisais l'étude, j'ai constaté que Télé-Québec avait, encore aujourd'hui, le budget de 1982. Alors, ça aussi c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce qui est finalement un réseau de télévision publique. Alors qu'on a un taux de concentration des médias hallucinant, on pourrait parfaitement relancer Télé-Québec sur une base d'information régionale. Il y a encore toutes les structures nécessaires, tout est en place, tout le monde attend depuis des années que quelqu'un, quelque part, se décide à remettre un peu d'essence dans le réservoir de ce réseau. Et une des recommandations fortes aussi qu'on a faites, c'est au moins que Télé-Québec s'organise pour faire de l'information régionale ne serait-ce que sur la base du web, et qu'on soit capable ensuite d'en tirer une émission, et qu'on mette ensemble le plus possible les efforts collectifs dans les régions, parce que vous savez très bien, les Trois-Rivières est quand même une région, même si vous n'êtes pas très loin de Québec ni très loin de Montréal, mais vous savez très bien que vous n'entendez parler de la Gaspésie qu'au moment de l'ouverture de la pêche au homard. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on entende parler seulement de la pêche au homard ou de la fermeture d'usines. Donc, et c'est vrai ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des situations, par exemple, économiques, qui sont les mêmes en Gaspésie et au Saguenay, dont le Saguenay n'entend jamais parler des solutions mises de l'avant en Gaspésie. La Gaspésie n'entend jamais parler des solutions mises de l'avant au Saguenay. C'est là où les médias commencent à nous tirer vraiment vers le bas. Et donc, j'avais le sentiment que Télé-Québec pouvait être ce lieu de rencontre d'une identité véritablement québécoise, c'est-à-dire où on entend parler avec intérêt de ce qui se passe au Saguenay, de ce qui se passe en Gaspésie, et au fond de ce qui nous unit, de ce qui nous rassemble, et de notre identité. Alors ça, c'était un autre élément important. Là-dessus, on s'est inquiété, il y a eu quelques commentaires un peu négatifs sur les aides publiques de l'État. Ouais, parce qu'il s'agit en fait, c'est sûr que c'est un peu bizarre de donner de l'argent, d'offrir des crédits d'impôt à des entreprises qui n'en manquent pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elles en manquent, les entreprises de presse. Mais elles ne font pas l'argent avec l'information. Alors ce qu'on dit, c'est qu'on va financer l'information pour leur permettre d'en faire, espérant qu'avec quelques années derrière, la population n'acceptera plus de perdre cette information qu'elle aura eue. Parce que c'est ça le pari, en fait. Les Français ont investi beaucoup dans les aides publiques aux médias, en fait à hauteur de 600 millions d'euros par année, mais d'une manière qui me paraît maladroite, c'est-à-dire en donnant de l'argent aux entreprises de presse. Et les entreprises de presse, il n'y a rien qui les oblige à faire de l'information avec. Alors, par exemple, peut-être que vous aimez beaucoup, je ne sais pas moi, le cahier cuisine, ou les cahiers décoration dans les médias, etc. C'est vrai, c'est très intéressant, mais ce n'est pas de l'information d'intérêt public. Mais si je donne directement de l'argent aux entreprises de presse, il y a toutes les chances qu'elles aient un autre cahier décoration, puis un autre cahier cuisine. Moi, ce que je veux, c'est qu'elles me parlent des élections municipales. Je veux qu'elles me parlent des problèmes sociaux. Je veux qu'elles me parlent
des questions de développement qu'on a à régler ensemble collectivement. Donc on s'était appuyé plus sur le modèle de la Belgique. Le modèle de la Belgique, il y a des aides publiques dans la plupart des pays européens. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout une invention. Et même en Amérique du Nord, il y a des aides publiques aux États-Unis. Les États-Unis, par exemple, sont intervenus à plusieurs reprises pour empêcher les guerres commerciales entre les journaux. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont accepté que les journaux négocient collectivement, ensemble, les tarifs publicitaires, ce qui est absolument contraire à toute la politique libérale américaine. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien que si le prix de la publicité baisse encore, l'entreprise de presse va perdre encore plus de revenus. Et c'est à Cincinnati, notamment, où ils sont intervenus pour permettre à 2 quotidiens de s'entendre pour fixer les tarifs et les prix de l'abonnement. Ce qui n'a pas réussi à sauver le Cincinnati Post. Alors là, il commence à y avoir aux États-Unis des études fort intéressantes sur ce qu'on commence à appeler les news deserts, les déserts de nouvelles. Et au Québec, là, des déserts de nouvelles, là, il y en a plein. Il y en a plein. Allez au Témiscouata. Population de 17 000 personnes sur un immense territoire, ça n'intéresse plus personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour que ce soit rentable. Il n'y a pas de journal de ça? Ben, il y a très très peu. Il reste une radio au Témiscouata. Tout le reste a fermé. Je cite le Témiscouata parce que je l'ai vu de mes yeux, mais il y a plein d'autres endroits. Mon village à moi, c'est une catastrophe. Je suis à 30 minutes au nord de Québec. Et ce qui se répand aussi, et c'est à ça aussi dont c'est à ça qu'il faut prendre garde, c'est que pas d'information égale rumeur. Hein? Moi, je connais bien l'Afrique, j'ai visité une douzaine de pays africains, et le problème majeur quand on ne croit plus l'information qu'on reçoit, ou qu'on n'en reçoit plus, c'est comment les rumeurs se répandent. Alors, dans mon village, par exemple, quand je marche avec mon chien, tout le monde me dit « Ah, la directrice générale a fait travailler son père sur tous les chantiers. » Ah, moi? Oui, puis l'autre a fait telle affaire, puis telle affaire, puis telle... La rumeur. Et c'est extrêmement grave, la rumeur, parce que le lien social, il tient au fait qu'on sait les mêmes choses, on reconnaît les mêmes choses. L'information, ça sert aussi à ça. Ça sert à comprendre les choses sensiblement de la même manière. Et ce partage-là, ben, on l'a de moins en moins. C'est sûr qu'on va l'avoir de moins en moins aussi parce qu'on a, en même temps, qu'on a de moins en moins de journaux, on a de moins en moins de postes de radio qui font de l'information, et on a de plus en plus Internet. Donc on a, c'est sûr, une diversification très importante des sources d'information. Mais on a de plus en plus d'inégalités en information. C'est de plus en plus injuste. Je ne sais pas si vous savez qu'ici au Québec, on a 11 quotidiens. Je sais que vous avez de la chance, j'en avais un. Savez-vous combien il y en a en Ontario? Il y en a 39. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils savent plus lire que nous autres. Mais je pense que c'est pas normal. C'est pas normal que des municipalités comme Sept-Îles n'aient pas de quotidien. Des municipalités comme Drummondville n'aient pas de quotidien. C'est pas normal. Alors on a dit ici, ben nous on fait affaire avec des hebdos, mais même quand on regarde le marché des hebdos, par rapport au marché des hebdos et des journaux communautaires en Ontario, non, on n'a rien à... On n'a pas à se vanter de quoi que ce soit. J'aimerais ça vous faire un portrait plus léger. Mais il n'est pas léger, et j'aimerais vraiment qu'il soit aussi préoccupant pour vous qu'il l'est pour moi. Alors, on a une petite heure pour parler ensemble, si vous voulez. Moi, j'ai un pour 20 minutes.